Si vous tracez un trait jusqu'à l'extrémité nord-ouest de l'Amérique du Nord, la carte s'arrête avant de s'arrêter de terre. C'est l'Alaska, un territoire si vaste qu'il bouleverse notre perception des distances. Plus de 1 700 000 km², 2 fois la superficie du Texas. Et pourtant, moins de 750 000 personnes y vivent, la plupart regroupées dans une poignée de villes, laissant le reste aux montagnes, aux glaciers, aux rivières et au silence. L'Alaska s'étend du Pacifique à l'Arctique, des forêts pluviales à la toundra. Au sud, les épicéas émergent de vallées moussues caressées par la brume océanique. Au nord, le paysage s'aplatit en une vaste étendue dénudée où le sol reste gelé la majeure partie de l'année. Entre ces deux extrêmes se déploie un monde de contrastes, où l'on peut rouler des heures sans croiser âmes qui vivent, mais jamais sans contempler la nature. Ce n'est pas une terre déserte. Elle est vivante d'une manière inimaginable avant d'y être. Dans la baie de Cook, les marées s'élèvent plus haut que les immeubles. Les glaciers coulent comme de lents fleuves de glace, creusant des vallées sur leur passage. Des volcans fument discrètement sous leurs sommets enneigés, des ours bruns pêchent dans les ruisseaux où remontent les saumons de la mer. Des aigles veillent du haut des arbres, leurs cris résonnant à travers les baies. L'été offre des journées quasi interminables, jusqu'à 22 heures d'ensoleillement à Fairbanks. On profite du grand air jusqu'à minuit, en randonnée, à la pêche, ou simplement en admirant le crépuscule derrière les montagnes, puis l'hiver inverse la tendance. L'obscurité s'installe, les températures chutent jusqu'à moins 40 degrés. Celsius et les aurores boréales illuminent les lacs gelés. Chaque saison est vécue pleinement, exigeant une adaptation mais récompensant ceux qui s'y attardent. Le nom de l'Alaska provient du mot Aleut Alyeska, qui signifie « la Grande Terre ». C'est un nom ancien pour un lieu qui semble encore jeune, géologiquement actif, en perpétuelle transformation. Le relief s'élève et s'abaisse sous l'effet des forces tectoniques, la glace fond et se reforme. Les forêts repoussent après les incendies. C'est un système vivant en mouvement, et chaque voyageur qui s'y rend participe à ce rythme. Même brièvement pendant des siècles, ce territoire fut celui des nations autochtones, les Inupiat, les Yupik, les Tlingit, les Haïda, les Athabascans et bien d'autres. Leurs traditions, leurs langues et leurs connaissances du territoire y sont encore essentielles. Le mot « frontière » évoque souvent un espace vierge, mais l'Alaska a toujours été habité, connu et nommé. La véritable frontière aujourd'hui n'est pas une limite physique. C'est la manière dont les humains apprennent à coexister avec un paysage qui résiste à toute forme de contrôle. Traverser l'Alaska, c'est se confronter à l'immensité des paysages, les distances entre les villes, le temps de trajet et le silence qui envahit l'air dès que le moteur s'arrête. On ne mesure plus ses journées en heures, mais en horizons. À chaque virage, une nouvelle chaîne de montagnes se dévoile, une nouvelle vallée, une nouvelle étendue d'eau qui semble s'étendre à l'infini, du pont d'un ferry sur le passage intérieur. La côte semble s'étendre à l'infini, falaises drapées de brume, cascades se jetant dans la mer, baleines à bosse fendant la surface par le hublot d'un petit avion. Les montagnes s'étirent à perte de vue et les glaciers scintillent comme des rivières de lumière gelée. Ce qui paraît rude de loin se révèle riche en détails de près. Le craquement de la glace sous vos bottes, l'odeur du sel et des pins, le croassement des corbeaux au-dessus de la toundra. L'Alaska n'est pas une destination que l'on visite simplement, c'est une rencontre avec l'immensité, le climat, le temps lui-même. Aux confins de la carte, on comprend que le mot « sauvage » ne se résume pas au danger ou à l'immensité. Il s'agit d'une question de perspective. Ici, le monde paraît plus vaste, et vous aussi. Anchorage se niche entre mer et montagne, une ville cernée par les paysages sauvages qui caractérisent l'Alaska. D'un côté, les eaux du Cook Inlet s'étendent à perte de vue, de l'autre, les monts Chugach se dressent abruptement, leurs neiges éternelles visibles même en plein été. Près de 40% de la population de l'Alaska vit ici, et pourtant, la nature sauvage commence juste après le dernier feu rouge. Fondé en 1914 comme camp de construction pour le chemin de fer de l'Alaska, Anchorage est devenu le principal point de passage de l'État, un carrefour logistique où convergent les routes aériennes, maritimes et routières. C'est le point de départ de la plupart des voyages en Alaska. Mais contrairement à la plupart des portes d'entrée, celle-ci ne se dresse pas à l'écart de la nature. Elle est construite en son sein depuis le centre-ville. Il ne faut que 15 minutes pour atteindre les abords du parc d'État de Chugach, un territoire de plus de 200 000 hectares composé de crêtes alpines, de vallées glaciaires et de forêts peuplées d'élans.
Par temps clair, le Denali lui-même se dessine à l'horizon nord, une pyramide blanche à plus de 200 km. La silhouette d'Anchorage paraît minuscule à côté, comme pour rappeler aux visiteurs que la ville n'est qu'une brève parenthèse dans cette immensité ici, la vie s'écoule au rythme des saisons. En été, les habitants profitent des longues journées. Cyclistes et joggeurs se pressent sur le sentier côtier Tony Knowles, une piste cyclable et piétonne qui longe le littoral sur 11 miles. De là, il n'est pas rare d'apercevoir des belugas suivant la marée ou un orignal broutant dans les zones humides, juste au-delà du sentier. L'air embaume le sel et l'épinette. Le bruit des hydravions se mêle aux cris des goélands. Anchorage abrite la base d'hydravions la plus fréquentée au monde, celle du lac Hood. Toutes les quelques minutes, un petit appareil décolle de l'eau, transportant courriers, provisions ou voyageurs vers des villes inaccessibles par la route vue du ciel. La ville ressemble à une mosaïque de lacs bleus et d'espaces verts. Preuve que même ici, la civilisation n'a pas remplacé le paysage, mais a simplement appris à s'y intégrer. En hiver, l'ambiance change, mais l'activité ne ralentit pas. Lorsque la neige recouvre les rues et que les jours se réduisent à quelques heures, la ville devient un haut lieu des aventures hivernales. Les skieurs de fond glissent sur les pistes des parcs et les sculpteurs sur glace transforment les places du centre-ville lors du festival annuel Fur Rendez-vous. Les habitants s'emmitouflent et continuent leurs activités. Car à Anchorage, l'hiver n'est pas une pause, c'est une saison à vivre pleinement et non à attendre passivement. Sur le plan culturel, Anchorage reflète la diversité de l'Alaska. Le musée d'Anchorage allie art, science et histoire, avec des expositions consacrées à la vie des peuples autochtones, à l'écologie arctique et à la transformation de l'Alaska grâce au pétrole et à l'aviation. Non loin de là, le Centre du patrimoine autochtone de l'Alaska propose des spectacles et des ateliers qui font découvrir les traditions des 11 principaux groupes autochtones qui habitent ces terres. Le son des tambours et le rythme des danses relient la ville moderne à ses racines ancestrales. Malgré ses près de 300 000 habitants, Anchorage ne semble jamais coupé de la nature. On a aperçu des ours errants près des quartiers résidentiels et des aigles nichent sur les lampadaires en bordure d'autoroute. Un orignal peut bloquer la circulation en plein midi et personne ne klaxonne. On attend, tout simplement. Ici, la frontière entre l'homme et la nature demeure ténue, négociée au quotidien. À la tombée du jour, les sommets des Chugach se parent d'or et la lumière se répand sur la baie de Cook en de vastes reflets. La ville, petite et humaine, scintille sous le ciel immense. Pour les voyageurs, Anchorage n'est pas qu'une simple étape. C'est un rappel que modernité et nature sauvage ne sont pas incompatibles, elles peuvent coexister, partageant le même horizon, le même air, la même énergie vibrante qui caractérise l'Alaska. Au cœur de l'Alaska se dresse une montagne si haute qu'elle crée son propre climat. Le Denali, le haut en langue athabascane, culmine à 6190 mètres, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Il domine tout ce qui l'entoure, non seulement par sa hauteur, mais aussi par sa présence. Par temps clair, la montagne surgit soudainement à l'horizon, ses crêtes enneigées captant la lumière tandis que tout en contrebas reste plongé dans l'ombre, un spectacle à couper le souffle qui fait taire les conversations et les moteurs. Le parc national et la réserve de Denali s'étendent sur plus de 24 000 km², une superficie supérieure à celle de certains pays. Une seule route le traverse. Un itinéraire de 148 km qui débute près du petit village de Healy et serpente vers l'ouest, au cœur de la nature sauvage. Au-delà des premiers kilomètres, les voitures particulières sont interdites. Les visiteurs poursuivent leur route en bus, à vélo ou à pied, un système conçu pour protéger la fragile toundra et préserver l'intégrité de ce milieu sauvage. Plus on avance, plus le silence s'installe, jusqu'à ce que même le bruit d'un moteur semble incongru. Le paysage se métamorphose sans cesse à l'entrée du parc. Des forêts d'épicéas et de bouleaux tapissent les vallées, emplies du gazouillis des mésanges et du bruissement des écureuils. À mesure que la route s'élève, les arbres se raréfient pour laisser place à la toundra, où arbustes nains et fleurs sauvages s'accrochent au sol. Plus haut, tout n'est plus que pierre, glace et lumière. Des rivières glaciaires sillonnent les plaines, charriant un fin limon gris qui scintille au soleil. Au loin, les deux sommets jumeaux du Denali se dressent au-dessus d'une chaîne de montagnes plus modeste, certes imposantes, mais paraissant minuscules à côté d'eux. La faune prospère dans cet immense espace. Les grizzlies broutent des baies à flancs de coteaux, leur pelage scintillant de reflets dorés et bruns. Les caribous se déplacent en troupeau à travers la toundra, leurs bois se dressant comme des branches contre le ciel.
Les mouflons de dalles se reposent sur des falaises si abruptes qu'elles semblent inaccessibles. Les aigles royaux patrouillent les vallées et les spermophiles arctiques sifflent d'alarme depuis leur terrier. Ici, chaque créature évolue à son propre rythme, libre de toute contrainte et de tout horaire. Pour les alpinistes, l'ascension du Denali est l'une des plus difficiles au monde. L'air y est plus raréfié qu'à des altitudes similaires ailleurs en raison de la latitude. Les tempêtes peuvent survenir sans prévenir. Les températures peuvent chuter en dessous de -30 degrés Celsius même en été. Et le dénivelé vertigineux de plus de 5000 mètres entre le pied et le sommet rivalise avec celui de l'Everest chaque année. Quelques centaines d'alpinistes tentent l'ascension, la plupart par la voie du glacier de Kailtna. Environ la moitié atteint le sommet. Ceux qui y parviennent décrivent l'expérience comme moins un triomphe qu'un moment d'incrédulité silencieuse face à un pic où l'horizon s'étend à perte de vue, mais nul besoin d'escalader le Denali pour ressentir sa puissance. Même depuis le fond de la vallée, lorsque la montagne se dévoile enfin, après des heures, voire des jours, cachés derrière les nuages, c'est comme si le monde s'ouvrait à vous. Le soleil caresse ses pentes supérieures, transformant la neige immaculée en un or pâle. Autour de vous, le silence règne, aucun mot, aucun bruit. Seule l'immensité du paysage vous rappelle combien l'activité humaine est ici insignifiante et éphémère. Les visiteurs découvrent Denali de multiples façons. Lors de randonnées guidées sur les sentiers de la toundra, en excursion en bus à la découverte de la faune sauvage, avec des arrêts lorsque des animaux traversent la route, ou tout simplement en contemplant le mouvement des nuages. Chaque direction mène à l'immensité. Une vallée ouverte, une rivière glaciaire, une paroi montagneuse impossible à immortaliser. Ce n'est pas un parc conçu pour être conquis. C'est un paysage qui invite à l'attention, à la patience et au respect. À la tombée du jour, la lumière s'adoucit sur les collines et les sommets se fondent dans une brume bleu pâle. À cet instant, le Denali semble moins un lieu qu'une idée, un rappel de ce qui demeure indompté, même dans le monde moderne. Et c'est pourquoi les gens viennent, non pas pour dompter la montagne, mais pour ressentir ce que signifie se tenir à son ombre à 200 km au nord d'Anchorage, au confluent de 3 rivières, la Talkeetna, la Chulitna et la Susitna, se dresse un village qui semble être le point de départ même de l'aventure. Talkeetna est petit, avec seulement quelques centaines d'habitants, mais son nom est bien plus prestigieux. Depuis plus d'un demi-siècle, il est le point de départ de la plupart des expéditions vers le Denali. Chaque alpiniste qui se dirige vers la montagne y passe inévitablement, attiré par la nécessité et la tradition. La ville semble figée dans le temps. Des promenades en bois, des panneaux peints à la main et des cabanes en rondins bordent la rue principale. L'air y embaume l'épicéa et le café. Derrière les petits cafés et les boutiques d'équipement, le vrombissement des moteurs d'hydravion rompt le silence. Le lac Talkeetna, jouxtant la piste d'atterrissage, est l'un des sites de décollage les plus fréquentés d'Alaska pour les avions de brousse. Ces petits appareils capables d'atterrir sur les glaciers ou les bancs de gravier. Les pilotes qui y travaillent sont de véritables légendes. Leurs noms sont connus des alpinistes du monde entier. Ils sont le lien entre la civilisation et le monde immaculé du Denali. Avant le début de la saison d'alpinisme, les rues s'animent de personnes en doudoune et bottes de montagne. Venus des 4 coins du monde, leurs bagages regorgent de cordes, de mousquetons et d'une tension palpable, propre aux grandes ascensions. À l'intérieur du poste de garde forestier de Talkeetna, elles assistent à des briefings obligatoires sur les conditions météorologiques, les risques d'avalanche et les protocoles d'altitude. Des cartes sont étalées sur des tables en bois et les décisions de dernière minute sont prises en fonction des prévisions. Ici, la météo n'est pas un détail, elle est primordiale. Les vols vers le camp de base dépendent de la visibilité, des vents et de la température. Une tempête dans la chaîne de l'Alaska peut clouer les avions au sol pendant des jours, immobilisant les équipes en ville ou en montagne. Quand les vols sont retardés, la vie à Talkeetna ralentit. Les alpinistes s'attardent dans les cafés. Les habitants échangent des anecdotes sur la météo et le temps semble s'écouler plus doucement. Une atmosphère de convivialité s'installe, empreinte d'une patience partagée. Un tableau noir sur la piste d'atterrissage affiche les mises à jour concernant les vols, même si chacun sait que c'est la nature qui décide, et non les horaires. Dès que les nuages se dissipent, pilotes et alpinistes s'affairent aux préparatifs. Les moteurs démarrent, les hélices fendent l'air,
et en quelques minutes, les avions décollent vers les montagnes, laissant des ondulations à la surface du lac. L'histoire de Talkeetna est antérieure à sa renommée en matière d'escalade. La ville a vu le jour au début du XXe siècle comme base d'approvisionnement pour le chemin de fer de l'Alaska, desservant trappeurs, chercheurs d'or et commerçants fluviaux. Nombre de ces bâtiments historiques sont encore debout. Le Roadhouse, datant de 1917, sert toujours le petit déjeuner aux voyageurs, et le Fairview Inn, 1917, un ancien saloon, propose toujours des concerts pour les habitants et les visiteurs qui s'attardent plus que prévu. Ici, le temps semble s'écouler sans contrainte de temps. Le rythme de la ville est en harmonie avec celui du paysage. Pour ceux qui ne sont pas en quête de sommet, Talkeetna offre une aventure d'un tout autre genre, rafting sur la Susitna, survol en avion du Denali et du glacier Ruth, randonnée dans des forêts d'épicéas où résonnent les chants d'oiseaux. Tout cela est accessible en quelques rues. En été, le jour se prolonge tard dans la nuit et les habitants se retrouvent au bord de la rivière pour pêcher ou admirer les lueurs du crépuscule sur les sommets lointains. Pourtant, aussi calme que puisse paraître la soirée, la météo demeure l'autorité silencieuse. Une chute brutale de température, un banc de brouillard ou un changement de vent peuvent bouleverser les plans de la journée. Ici, on déchiffre le ciel comme on lit les nouvelles, à la recherche d'indices, apprenant à patienter. À Talkeetna, chaque arrivée et chaque départ sont dictés par la montagne. C'est une ville qui vit au rythme de l'attente, des histoires racontées autour d'un café en attendant que les nuages se dissipent. Et quand enfin ils le font, révélant le Denali, majestueux et blanc, à l'horizon, tous s'arrêtent, habitants, voyageurs, pilotes, pour admirer le spectacle. Un instant, le temps semble suspendu. Puis la vie reprend son cours, rythmée à nouveau par le vent, la lumière et le prochain vol vers l'inconnu. Au bout de la Seaward Highway, là où les montagnes rencontrent la mer, se niche une petite ville portuaire qui semble être le seuil de deux mondes. La terre et l'océan, la roche et la glace, fondée en 1903 et baptisée du nom du secrétaire américain qui a acheté l'Alaska, Seward est bien plus qu'un simple point sur la carte. C'est le point de départ de l'un des paysages marins les plus spectaculaires de la planète. Le parc national des fjords de Kenai. La ville s'étend le long de la baie de la Résurrection, une profonde anse creusée par la glace qui ne gèle jamais complètement. Même en hiver, ses eaux froides et foisonnent de vie. Loutres de mer flottent sur le dos, phoques communs disparaissent dans un remous, et orques fendent la surface comme des flèches vivantes. Les bateaux de pêche reviennent chargés de saumons et de flétans. Les navires d'excursion embarquent des voyageurs impatients de découvrir l'Alaska sauvage qui commence juste au-delà de la digue. Depuis le port, la route vers l'ouest s'ouvre sur un labyrinthe de fjords, de vallées glaciaires abruptes inondées par la mer. Ici, la puissance de la glace devient palpable. Le glacier Holgate, d'un bleu profond et sillonné par des siècles de compression, vèle dans l'eau avec un craquement qui résonne comme le tonnerre. Le glacier Ayalik, encore plus large et plus haut, domine la baie, détachant des blocs de glace de la taille de petits immeubles dans l'océan en contrebas. L'eau écume d'un blanc immaculé, et une vague se propage, berçant les bateaux qui patientent silencieusement non loin. Seward est aussi un lieu où la nature sauvage reste à portée de main. Des sentiers comme celui d'Exit Glacier permettent aux visiteurs de s'approcher suffisamment pour suivre le recul glaciaire grâce à des panneaux indicateurs datant de l'époque où la glace s'étendait autrefois, un rappel saisissant des bouleversements climatiques de la planète. Lors des croisières dans les fjords de Kenai, on aperçoit des baleines à bosse au loin, des macareux qui rasent à la surface de l'eau et des otaries qui se prélassent sur des rochers ensoleillés, comme si elles posaient pour les appareils photos qui ne manqueront pas de les suivre. Au-delà des paysages de cartes postales, la vie ici s'écoule à un rythme particulier, lent, pragmatique, dicté par la météo. Les habitants lisent l'océan avant le ciel. Pêcheurs et guides organisent leur journée en fonction des marées, du vent et de la visibilité. En été, la lumière du jour s'étire tard dans la nuit, parant le port d'or. En hiver, la ville se fait silencieuse, enveloppée de neige et de solitude,
Mais les montagnes restent aussi imposantes, les fjords toujours aussi vastes. Les visiteurs décrivent souvent Seward comme le bout du monde, mais c'est inexact. C'est là que la carte prend vie, un point de rencontre vivant entre l'humain et la nature ici. On ne se contente pas de contempler la nature, on s'y immerge. La brume marine s'accroche à votre veste. Le bruit des glaces qui se brisent résonne dans la baie. L'air a le goût du sel et de la pierre froide. Peu d'endroits illustrent aussi clairement la puissance de la glace que le parc national des fjords de Kenai, où montagnes, glaciers et océans s'entrechoquent dans un cycle incessant de mouvement et de transformation. Couvrant près de 2600 km² de la péninsule de Kenai, le parc est façonné et sans cesse remodelé par une seule force, le champ de glace Harding. S'étendant sur plus de 1800 km², le champ de glace Harding est un plateau gelé d'une profondeur stupéfiante, atteignant par endroits plus de 1500 mètres d'épaisseur de son centre. Plus de 30 glaciers s'écoulent comme des rivières blanches, creusant des vallées, alimentant des fjords et se jetant dans le Pacifique avec une force tonitruante. Par temps calme, on peut les entendre respirer. Un grondement sourd, un craquement, un lent glissement, la gravité attirant la glace vers la mer. Se tenir au bord de ce paysage, c'est comme contempler le temps lui-même. La glace sous vos pieds est antérieure à la civilisation. Chaque couche renferme des siècles de neige, compressés dans la mémoire. Depuis le champ de glace Harding, on peut admirer les sommets des monts Kenai se dresser comme des îles sombres dans un océan gelé. Et au loin, le glacier Exit serpente vers la vallée, offrant au parc le point d'accès le plus direct à ce processus ancestral. Mais ce qui caractérise les fjords de Kenai, ce n'est pas seulement la glace, c'est la vie. Les phoques communs se prélassent sur les icebergs dérivants, les utilisant comme plateforme sûre pour se reposer et élever leurs petits à l'abri des prédateurs. Mouettes, tridactyles et macareux planent dans la brume, leurs cris résonnant contre les falaises abruptes. Les loutres de mer flottent sur le dos, brisant des coquillages, tandis que sous la surface, le plancton prolifère dans l'eau froide et riche en nutriments, nourrissant poissons, oiseaux et baleines. L'écosystème y est une chaîne vivante, chaque maillon dépendant du froid qui émane des glaciers. Cette chaîne glaciaire, cependant, est sous pression. Les glaciers du parc reculent, de manière visible et mesurable, année après année. Le glacier Exit a reculé de plus de 2 km depuis le 19e siècle, ses anciens bords étant désormais marqués par des poteaux en bois datés, comme une frise chronologique de la fonte. Les scientifiques et les gardes forestiers utilisent ces changements pour étudier comment le réchauffement climatique remodèle non seulement la glace, mais aussi les écosystèmes et les communautés qui en dépendent. La fonte des glaces fait monter le niveau des rivières plus tôt chaque printemps, les schémas de migration des poissons se modifient et l'équilibre entre la mer et la terre se modifie subtilement. Pourtant, les fjords de Kenai demeurent un lieu d'émerveillement, non pas figé dans le temps, mais vibrant de transformation. Les visiteurs parcourent le sentier du champ de glace Harding, observant le paysage se métamorphoser, passant de la forêt verdoyante à la moraine grise, puis à l'immensité blanche. Depuis les bateaux dans la baie d'Ayalik, ils sont témoins du vélage des glaciers, d'immenses tours de glace s'effondrant dans la mer, provoquant des ondes de choc dans l'eau et dans l'air. Ce n'est pas un spectacle, c'est un processus, la planète en mouvement. Au bout de la Sterling Highway en Alaska, là où la route se rétrécit en une mince bande de gravier s'avançant dans la baie de Kachemak, se trouve Homer, une ville qui évoque à la fois une fin et un commencement. Les habitants l'appellent le bout du chemin, mais pour les voyageurs, c'est souvent là que l'Alaska commence véritablement à se révéler avec son calme, la mer, et cette impression d'être au bord de l'immensité. Le cœur d'Homer, c'est la langue de terre, une bande de terre de 7,5 km qui s'avance dans la baie comme une jetée naturelle. D'un côté, des bateaux de pêche et des kayaks de mer dérivent au gré des marées. De l'autre, des pigargues à tête blanche se perchent sur des morceaux de bois flottés, veillant sur le port. Ici, le vent souffle sans cesse. Il embaume le sel, le diesel et les algues. Et il porte les cris des goélands qui tournoient au-dessus des quais. Le rythme de la vie bat au son des marées et au grondement des moteurs qui prennent le large. Homer est l'une des capitales de la pêche en Alaska, mondialement connu pour son flétan, un poisson massif au corps plat pouvant peser plus de 100 kilos.
Chaque été, les bateaux quittent le petit port, les équipages préparant lignes, appâts et cafés pour de longues journées en mer. Les touristes embarquent pour des sorties en mer, remontant des poissons presque aussi grands qu'eux et posant pour des photos devant les volcans enneigés qui se dressent de l'autre côté de la baie. Le mont Augustine, le mont Iliamna et le mont Redoute, tels des tours de guet émergeant de la mer. Mais au-delà de la pêche, l'esprit d'Homère est profondément imprégné de créativité. Lorsque les tempêtes grondent et que l'horizon se voile de brume grise, cette ville isolée se replie sur elle-même, vers l'art. La scène artistique d'Homère s'épanouit dans les galeries, les ateliers et les cafés chaleureux où crépitent les poêles à bois et où les habitants se retrouvent avec leurs carnets de croquis, leurs guitares et leurs tasses de café fumantes. Des fresques représentant la vie marine colorent les murs. Des bijoux artisanaux reflètent la lumière comme des galets mouillés. Chaque œuvre semble intimement liée à la terre et à l'eau qui rythment le quotidien de ces lieux. Le musée Pratt met en lumière ce lien en racontant l'histoire de l'écologie et des habitants de la baie de Cachemac, des traditions autochtones halutiques aux pêcheurs d'aujourd'hui. À l'extérieur, des sentiers traversent une forêt d'épicéas et mènent à des points de vue surplombant la baie, où des loutres de mer flottent par paires, tournoyant lentement dans les herbiers de Varech. De l'autre côté de l'eau, le parc d'État de la baie de Cachemac attire les aventuriers avec ses criques préservées et ses ruisseaux alimentés par les glaciers, accessibles uniquement par bateau ou petit avion. Le soir venu, Homère ralentit le rythme. Le port s'apaise, l'air se rafraîchit et le soleil, bas sur l'horizon, teinte la baie d'or et de rose. Habitants et voyageurs se rassemblent sur la plage pour admirer le crépuscule derrière les montagnes. Un feu crépite, les guitares résonnent, les conversations mêlent langues et récits venus des quatre coins du monde. Le sentiment d'isolement se mue en une solitude douce, choisie et assumée. Séjourner à Homère, c'est comprendre la double nature de l'Alaska, sa rudesse et sa douceur. La mer peut se déchaîner en un instant, mais par les matins calmes, elle reflète le ciel avec une telle perfection que l'horizon et son reflet ne font plus qu'un. Ici, la vie exige de la résilience, qu'il s'agisse de remonter des filets sous la pluie, de sculpter du bois flotté ou simplement d'affronter un long hiver. Pourtant, elle offre en récompense une paix que peu d'endroits connaissent. Homère ne cherche ni à être conquis, ni à être expliqué. Il vous invite à ralentir, à respirer l'air marin et à écouter le craquement des bateaux, le cri lointain des aigles et le pouls régulier d'une ville située aux confins du monde. Si l'Alaska est un monde à part entière, la péninsule de Kenai en est la version condensée. Un paysage où chaque facette de l'État se retrouve sur une seule bande de terre. Les habitants l'appellent l'Alaska en miniature. Ici, en une seule journée de route, on passe des fjords côtiers aux glaciers de montagne, de la toundra paisible aux rivières poissonneuses, des autoroutes modernes aux villages où résonnent encore les chants des colons russes. Le voyage commence au sud d'Anchorage, le long de la Seward Highway, l'une des routes les plus pittoresques d'Amérique du Nord. La route longe le Turnagain Arm, une étroite anse où les marées montent avec une rapidité étonnante. Le Mascaret peut s'élever de plusieurs mètres en quelques minutes, formant une immense vague mouvante. Par temps clair, les bélugas suivent la marée montante, leur dos pâle luisant au soleil. À gauche, les monts Chugach se dressent majestueusement, leurs flancs animés de cascades, d'aigles et de nuages qui se déplacent comme une lente fumée. Plus au sud, le paysage s'ouvre sur le cœur du Kenai, une mosaïque de rivières, de forêts et de vallées montagneuses. La rivière Kenai, d'un turquoise éclatant dû aux sédiments glaciaires, serpente du lac Kenai jusqu'à l'inlet Cook, attirant des pêcheurs du monde entier. En été, ces rives s'animent au passage des saumons. Saumons rouges, argentés et royaux remontent le courant en si grand nombre que l'eau semble scintiller. Les pêcheurs locaux se tiennent côte à côte tandis que des ours bruns patrouillent les eaux peu profondes, à quelques méandres de là. La route bifurque vers l'ouest en direction de Soldotna et Kenai, où le terrain s'aplanit pour laisser place à des zones humides et des plaines côtières. Ici, les traces du passé surgissent là où on ne les attend pas. Les églises orthodoxes russes à bulbe de Ninilchik et Kenai témoignent du passé de la région au XIXe siècle. Lorsque des marchands russes s'installèrent sur la côte, leurs descendants y vivent encore, perpétuant la langue, les recettes et les rituels.
Des croix de bois se dressent sur des collines verdoyantes surplombant la mer, encadrées de clôtures de bois flottés et de fleurs sauvages. C'est un lien discret entre le passé et la présent. En reprenant la route vers l'est en direction de Cooper Landing, on traverse des vallées d'épicéas et de bouleaux. Des excursions de rafting sillonnent le canyon de Kenai, où les embruns glacés vous fouettent le visage tandis que des pigargues à tête blanche planent au-dessus de vous. L'air embaume la mousse et la pierre humide. Les montagnes se dressent, abruptes et proches, leurs sommets striés de neige même en juillet. De là, on peut faire un détour par Hope, une petite ville de la ruée vers l'or qui a conservé son aspect d'il y a un siècle. Quelques cabanes en rondins, un café avec musique en direct et une vue imprenable sur le bras de mer de Turnagain qui se pare d'orange au coucher du soleil. Chaque virage de la péninsule semble changer de visage. Une heure, on est au cœur d'une forêt dense. L'heure suivante, on se retrouve sur une plage de sable noir à observer le retour des bateaux de pêche sous un ciel peuplé de mouettes. La Sterling Highway longe des lacs aux reflets célestes, enjambe des rivières poissonneuses en saumon et traverse des villages où les habitants vous saluent au passage. Finalement, c'est ce qui rend la péninsule de Kenai si fascinante, la richesse de ses expériences. En quelques centaines de kilomètres, on découvre toutes les facettes de l'Alaska. Sa nature sauvage, ses habitants, son histoire vivante. On peut randonner dans des vallées glaciaires le matin, déguster du saumon fumé dans un café du port à midi et terminer la journée en admirant le soleil de minuit disparaître derrière les montagnes. La Kenai ne se contente pas de vous montrer l'Alaska. Elle vous la fait ressentir, dans la densité de l'air du fleuve, dans le ronronnement des moteurs au loin, dans le calme entre les marées. À chaque virage, une nouvelle version de cette même vérité immense se dessine. La dernière frontière n'est pas un lieu unique, mais une multitude de lieux vivants, interconnectés et à portée de main. Au premier abord, le détroit du Prince William semble infini, un labyrinthe de voies navigables et d'îles, de montagnes abruptes plongeant à pic dans la mer et de glaciers qui semblent respirer au rythme des marées. Il s'étend sur plus de 25 000 km², un monde de fjords et d'anses alimenté par plus de 150 glaciers, dont une douzaine qui atteignent l'océan en tant que glaciers de marée ici. Le rythme de la vie n'est pas dicté par les routes ou les villes, mais par le lent clapotis de la glace rencontrant l'eau salée. La plupart des voyages débutent à Whittier ou Valdez, petite ville côtière cernée de sommets enneigés toute l'année. De là, la mer devient la voie de communication. Kayaks, ferries et petits bateaux d'expédition glissent sur la surface immobile dans une eau si calme qu'elle reflète les montagnes. Lorsque le soleil perce la brume, le paysage tout entier se reflète. Les glaciers, les nuages, même le plus petit oiseau, comme si le monde se repliait sur lui-même. Le silence est profond. Puis un craquement lointain et sourd, le son caractéristique d'un vélage de glace. Un instant plus tard, un pan de glace bleue se détache d'une paroi glaciaire et s'effondre dans la baie avec un grondement qui résonne à des kilomètres à la ronde. Les vagues se propagent, berçant doucement les embarcations. À cet instant, l'immensité du détroit se révèle, non pas statique, mais vivante, se remodelant à chaque bloc de glace qui se détache. Parmi les glaciers les plus visités figurent Columbia, Mears et Blackstone, chacun possédant son propre caractère. Le glacier Columbia, qui fut jadis le deuxième plus grand glacier de marée d'Amérique du Nord, a reculé de plus de 20 km depuis les années 1980, l'un des reculs les plus rapides jamais enregistrés. Pourtant, même en reculant, il inspire l'admiration. Une paroi scintillante d'un bleu comprimé s'élevant de la mer, fracturée comme un vitrail. La baie de Blackstone, en revanche, offre la sérénité. D'étroits chenaux où des cascades se jettent directement dans l'eau et où des phoques se prélassent sur des plaques de glace dérivantes, indifférents au passage des kayaks. La faune sauvage, au même titre que les glaciers, façonne le Puget Sound. Des loutres de mer flottent sur le dos, se toilettant et cassant des coquillages avec des pierres. Des phoques communs se hissent sur de petits icebergs, se prélassant sous le faible soleil arctique. Des macareux plongent comme des flèches dans l'eau, tandis que des mouettes tridactyles virevoltent le long des falaises dans un mouvement vif et chaotique, et parfois, la surface se brise.
l'aileron dorsal noir d'une orque fendant le reflet. Des groupes de baleines à bosse s'y nourrissent en été, leur souffle s'élevant comme de la fumée au-dessus de la surface lisse comme un miroir avant qu'elle ne replonge, la queue dressée hors de l'eau. Pour les voyageurs, le détroit du Prince William s'explore idéalement à son rythme, en kayak, en petite embarcation, ou même depuis le pont du ferry de l'Alaska Marine Highway, qui serpente entre les îles et les étroits chenaux. À chaque virage, une nouvelle quiétude s'offre à vous, le silence du brouillard qui enveloppe l'eau, le sifflement d'une pluie fine à la surface, l'éclat soudain d'un glacier perçant les nuages. L'expérience ne réside pas dans la distance parcourue, mais dans l'immersion, dans les sons, dans la lumière, dans la sensation de flotter entre la glace et la mer. Pourtant, derrière cette beauté se cache une fragilité. Le Puget Sound, qui se remet encore de la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989, nous rappelle combien un tel équilibre peut se rompre facilement. Si la vie marine s'est partiellement rétablie, des cicatrices demeurent, invisibles dans le reflet de l'eau, mais inscrites dans son histoire scientifique et communautés locales, œuvrent à la protection de ce fragile réseau de baies et d'îles, afin que les générations futures puissent elles aussi naviguer dans ces mêmes couloirs de glace silencieux. Sous le ciel clair et froid de l'Alaska, certaines nuits sont si particulières que l'obscurité n'est pas vide, elle est vivante. Des rideaux de lumière balayent l'horizon, s'élevant, se repliant et se dissolvant dans un silence absolu. Ce sont les aurores boréales, les lumières du Nord, bien plus qu'un simple spectacle, c'est une expérience qui forge l'identité du Nord. Les aurores boréales prennent naissance bien au-delà de la Terre, dans le vent solaire, un flux constant de particules chargées émises par le Soleil. Lorsque ces particules atteignent notre planète, elles sont attirées vers les pôles magnétiques et canalisées dans la haute atmosphère. Là, à environ 100 à 300 km d'altitude, elles entrent en collision avec des atomes d'oxygène et d'azote, libérant de l'énergie sous forme de lumière. Les teintes vertes et jaunes proviennent de l'oxygène. Les teintes rouges et violettes, de l'azote. Les couleurs varient en fonction de l'altitude, de la température et de l'intensité de l'activité solaire. Ce qui ressemble à de la magie est en réalité une manifestation physique qui se déploie dans le ciel. L'Alaska se situe directement sous l'ovale auroral, la zone d'activité aurorale la plus intense autour du pôle magnétique. La meilleure région pour l'observer s'étend de Fairbanks à la chaîne de Brooks, en passant par les communautés arctiques isolées au nord du fleuve Yukon. Par les nuits claires d'hiver, loin des lumières de la ville, l'aurore boréale peut apparaître plus de 200 fois par an, d'abord faiblement scintillante, puis s'intensifiant en larges rubans fluides qui ondulent et miroitent comme du feu liquide. La meilleure période pour observer les aurores boréales s'étend de fin août à début avril, lorsque l'obscurité revient dans le ciel subarctique. L'activité aurorale est maximale entre 22h et 2h du matin, bien que de fortes tempêtes magnétiques puissent illuminer l'horizon à toute heure. Les prévisions locales, basées sur les données solaires, annoncent l'activité aurorale plusieurs jours à l'avance. À Fairbanks, des centres d'observation et des stations de recherche entières, comme le centre d'observation des aurores boréales et le champ de tir de Poker Flat, sont dédiés à l'observation et à l'étude de ce phénomène. Mais aucune explication ne peut vraiment vous préparer à ce que l'on ressent en se tenant dessous. La nuit est silencieuse, hormis le crissement de la neige sous vos bottes. L'air se glace dans vos poumons. Au-dessus, un arc pâle s'étend sur les étoiles, puis se met à bouger lentement d'abord, puis avec une grâce incroyable, il se déploie en longs rubans lumineux qui ondulent d'un horizon à l'autre. Le vert s'intensifie jusqu'au blanc, des éclairs de violet et de rouge en soulignent les contours, et pendant quelques minutes, on a l'impression que le ciel tout entier respire. Puis, aussi soudainement qu'il est apparu, il disparaît, ne laissant que l'obscurité et le faible écho de ce que vous venez de voir. Pour les peuples autochtones d'Alaska, les aurores boréales ont toujours revêtu une signification particulière. Les Inupiats du Nord disaient autrefois que ces lumières étaient les esprits des animaux et des ancêtres jouant dans le ciel. Certains croyaient qu'il s'agissait des âmes des chasseurs, leurs mouvements reflétant le rythme de la vie et de la mort. Dans la tradition athabascane, ces lumières étaient perçues comme des messages.
et il était interdit de siffler en leur présence, en signe de respect pour ce qui dépassait l'entendement humain. Aujourd'hui, ces croyances se mêlent à la science moderne, rappelant aux visiteurs que les aurores boréales sont à la fois un phénomène naturel et un héritage culturel. Observer les aurores boréales, c'est ressentir à la fois savoir et mystère. La science peut décrire le phénomène, mesurer les particules et prévoir les orages, mais elle ne peut expliquer l'émerveillement silencieux qui nous saisit lorsqu'on les voit se mouvoir. En Alaska, les aurores boréales ne sont pas rares, elles font partie intégrante du paysage. Pourtant, on ne s'y habitue jamais. Qu'elles apparaissent comme une faible lueur verte au-dessus de Fairbanks ou comme une explosion lumineuse embrasant tout le ciel au-dessus de la chaîne de Brooks, se trouver dans le détroit du Prince William, c'est découvrir un monde réduit à l'essentiel: l'eau, la glace, la lumière et le silence. C'est l'âme de l'Alaska à l'état pur, puissante, imprévisible et empreinte d'humilité. Ici, le temps s'étire, les sons s'estompent et le seul rythme du jour est la lente dérive des glaciers vers la mer. Si Anchorage est la porte d'entrée de l'Alaska vers la nature sauvage, Fairbanks en est le cœur, battant au rythme régulier au centre de l'État, loin des côtes, au cœur même de l'intérieur subarctique. Ici, la vie est rythmée par les extrêmes. Des températures oscillant entre 30 degrés Celsius en juillet et moins 40 degrés Celsius en janvier, 22 heures d'ensoleillement en été et de longues nuits polaires en hiver où le soleil effleure à peine l'horizon. Et pourtant, à Fairbanks, on ne se contente pas de survivre, on s'épanouit. La ville a vu le jour au début du XXe siècle, comme avant-poste de la ruée vers l'or. Son nom lui vient d'un sénateur américain qui n'y avait jamais mis les pieds. Un siècle plus tard, elle est devenue la deuxième plus grande ville d'Alaska, une communauté de scientifiques, d'artistes, de mineurs et d'aventuriers qui ont appris à vivre en harmonie avec l'un des environnements les plus rudes de la planète. Des maisons en bois s'appuient contre des congères, la fumée s'échappant des cheminées. Des camions tournent au ralenti sur les parkings des supermarchés pour éviter que leur moteur ne gèle. En plein hiver, l'air est presque métallique, si froid que le souffle se cristallise instantanément. Mais le froid s'accompagne de beauté. Fairbanks est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. De fin août à avril, les aurores boréales dansent dans le ciel par temps clair, traçant des arcs verts, violets et pourpres qui ondulent comme de la soie. Ce phénomène est dû à la collision de particules chargées provenant du Soleil avec les gaz de l'atmosphère terrestre. L'oxygène produit la lumière verte et rouge, l'azote la lumière bleue et violette. Les habitants l'appellent simplement les Lumières. Et même après des décennies, ils sortent encore lorsque les prévisions météo sont favorables. Le silence se fait alors que le ciel tout entier semble s'animer de couleurs électriques. En été, le contraste est saisissant. Le soleil de minuit ne se couche jamais vraiment, baignant la ville d'une brume dorée qui brouille la frontière entre le jour et la nuit. À 2 heures du matin, on peut voir des enfants jouer au baseball, des cyclistes longer la rivière Shena et des pêcheurs lancer leurs lignes depuis la rive. La ville vibre au rythme des festivals, le festival du soleil de minuit, la foire de la vallée de Tanana et des concerts en plein air qui durent jusqu'à l'aube. Les jardins regorgent de légumes cultivés sous 20 heures de lumière par jour. Chaque année en août, des choux et des courgettes géants remportent des prix à la foire. Fairbanks est aussi une ville de science et de curiosité. L'université de l'Alaska Fairbanks, UAF, se dresse sur une colline dominant la vallée de la Tanana et abrite l'Institut de géophysique, où des chercheurs étudient les aurores boréales, le pergélisol et le climat arctique. Leurs données permettent de suivre l'évolution du Grand Nord, de la fonte des sols au bouleversement des écosystèmes chaque année en mars. Le championnat du monde d'art sur glace Ice Alaska transforme le lac gelé Shena en un parc de sculptures lumineux, où des artistes sculptent d'énormes blocs de glace en tours délicates, en dragons et en temples de glace. La nuit, des projecteurs transforment les sculptures en cristaux bleus scintillants. Non loin de la ville, les sources thermales de Shena offrent une autre forme de magie, des bassins fumants cernés de neige. En hiver, les baigneurs, à demi immergés dans une eau minérale à 40 degrés Celsius, plongent dans un froid glacial. La vapeur s'élève dans l'obscurité et parfois, une aurore boréale illumine le ciel, ses couleurs se reflétant à la surface de l'eau.
C'est un moment rare en Alaska. La chaleur au cœur de la glace, le silence sous le plus spectaculaire des spectacles célestes. Fairbanks n'est ni lisse ni facile. Les routes se fissurent sous le froid. La lumière du jour disparaît pendant des semaines. Et pourtant, les gens restent attirés par l'espace, la communauté et l'authenticité brute de la vie au plus près de la nature. C'est un lieu qui enseigne la résilience, la patience et l'émerveillement. Finalement, Fairbanks n'est pas seulement le centre géographique de l'Alaska, c'est aussi son centre émotionnel. Une ville qui nous rappelle que même par moins 40 degrés Celsius, le monde peut encore resplendir de couleurs. Elle rappelle à tous ceux qui lèvent les yeux que même dans les recoins les plus froids et les plus sombres de la planète, la lumière n'est jamais bien loin. À quelques heures au nord de Fairbanks, la forêt commence à s'éclaircir. Les épicéas se font plus petits et plus espacés. La route se redresse et s'élève vers un horizon d'une immensité indéfinissable. Un petit panneau en bord de route signale l'instant. Cercle polaire arctique, latitude 66 degrés 33 minutes nord. Au-delà de ce point, au moins une journée chaque été, le soleil ne se couche jamais. Vous êtes entré dans le Grand Nord, un paysage défini non par ce qui pousse, mais par ce qui perdure. La Dalton Highway, une route de gravier de 666 km construite dans les années 1970 pour desservir l'oléoduc Trans-Alaska, est l'une des routes les plus isolées d'Amérique. Elle relie Leavengood, au nord de Fairbanks, à Dead Horse, sur les rives de l'océan Arctique. Sur une grande partie de son parcours, elle longe l'arc argenté de l'oléoduc, véritable artère vitale qui transporte le pétrole brut de Prudhoe Bay au port de Valdez. La route traverse une nature sauvage si vaste qu'entre deux stations-service règne un silence de plusieurs centaines de kilomètres, seulement troublé par le vent, le ronronnement des moteurs et le croassement des corbeaux portés par les courants d'air. Le passage du cercle polaire arctique n'a rien de spectaculaire au premier abord. Aucun changement brutal de couleur ou de relief ne se fait sentir. Mais bientôt, on remarque ce qui manque. Les grands arbres cèdent la place à la toundra, une étendue infinie de buissons bas, de mousse et de lichen poussant sur le pergélisol, ce sol gelé en permanence juste sous la surface. En été, la couche supérieure fond et se transforme en un tapis spongieux qui luit d'un vert doré éclatant sous le soleil de minuit. En hiver, le paysage se fige en un monde de blanc et d'argent, où les rivières gèlent en plein courant et où l'air embaume légèrement le fer et la neige. Ici, la vie est rythmée par la nécessité. La route Dalton est une voie de travail construite pour les camionneurs transportant carburant, provisions et matériel lourd vers les champs pétrolifères de Prudhoe Bay. Elle est vitale pour les communautés isolées et les stations de recherche arctiques. Les camionneurs qui l'empruntent travaillent dans des conditions extrêmes, température descendant en dessous de moins 40 degrés Celsius, verglas soudain et blizzard capables de réduire la visibilité à néant en quelques secondes. Pourtant, ils en parlent avec fierté. Ici, la fiabilité prime sur la vitesse et la confiance entre conducteurs peut être une question de survie. De petits avant-postes rompent la monotonie. Coldfoot, ancien campement de la ruée vers l'or, sert aujourd'hui de relais routier et d'hébergement aux voyageurs en quête du soleil de minuit ou des aurores boréales. Non loin de là, le centre interagence d'accueil des visiteurs de l'Arctique raconte l'histoire de cet écosystème extrême. Les troupeaux de caribous qui migrent à travers la toundra, les bœufs musqués qui pèsent face au vent, et les renards arctiques dont le pelage passe du brun au blanc immaculé au fil des saisons. Le fleuve Yukon, l'une des plus grandes voies navigables d'Amérique du Nord, coule sous un pont d'acier, complètement gelé en hiver, rugissant et brunâtre au dégel printanier. Tandis que la route se poursuit vers le nord, la chaîne de Brooks se dresse devant nous, ses montagnes déchiquetées fendant la toundra, formant la dernière grande barrière avant l'océan Arctique. Leurs sommets restent enneigés même en plein été. Et au-delà s'étend un monde où les arbres disparaissent complètement et où l'horizon se perd dans la pâle lumière arctique. Franchir le cercle polaire arctique, ce n'est pas atteindre un point précis sur une carte, c'est se confronter à l'immensité. Ici, la distance et le temps s'estompent.
Le soleil décrit un cercle dans le ciel sans jamais se coucher. Les ombres tournoient au lieu de s'allonger. Dans cette lumière perpétuelle, les couleurs apparaissent plus vives. Le rouge de la mousse de la toundra, l'éclat de la glace des rivières, le bleu profond des montagnes lointaines. Rares sont les endroits qui vous font vous sentir plus petit et plus vivant. Le cercle polaire arctique n'est pas qu'une simple limite de latitude, c'est un seuil de perception. Tout ralentit. Chaque son porte plus loin. Le monde semble réduit à l'essentiel, la terre, le vent, l'eau et le froid. Et tandis que la route Dalton s'enfonce dans le Grand Nord, la réalité s'impose. Au-delà de cette ligne, vous n'êtes plus seulement en Alaska. Vous êtes dans l'Arctique, un lieu qui met votre endurance à l'épreuve, exige le respect et récompense ceux qui savent écouter son silence. La chaîne Brooks surgit soudainement de la toundra, telle l'épine dorsale d'un géant endormi. Cette étendue de roches millénaires s'étend sur 1100 km à travers le nord de l'Alaska. Séparant la forêt boréale du véritable Arctique rare sont les routes qui la traversent, et encore plus rares sont les habitants. C'est l'une des dernières grandes étendues sauvages d'Amérique du Nord, isolée, intacte et presque silencieuse. Pour y accéder, les voyageurs empruntent la Dalton Highway qui serpente vers le nord depuis Cold Foot jusqu'au parc national et réserve des Gates of the Arctic, une immense étendue sauvage, plus vaste que de nombreux pays. On n'y trouve ni centre d'accueil, ni sentier balisé, ni réseau téléphonique. L'accès se fait en petit avion de brousse ou à pied, en suivant les vallées fluviales qui creusent leur lit dans le schiste et le granit. En été, la toundra se pare brièvement de lupins violets, de coton arctique et d'épilobes, colorant les pentes sous un soleil qui ne se couche jamais. En hiver, le paysage retrouve sa palette naturelle de blanc, de gris et de bleu. Et les températures peuvent descendre en dessous de -50 degrés Celsius. C'est le pays du caribou. Les troupeaux de l'Arctique occidental et de la porcupine, qui se comptent par centaines de milliers, migrent chaque année à travers la chaîne Brooks, suivant un rythme ancestral plus ancien que la mémoire humaine. Ils quittent leurs aires de mise bas sur la plaine côtière arctique pour rejoindre leur quartier d'hiver plus au sud, traversant rivières, vallées et champs de neige. Pour les peuples Inupiat et Gwich'in qui vivent ici depuis des millénaires, ces migrations ne sont pas qu'un simple spectacle, mais un lien vital qui façonne leur tradition, leur alimentation et leur identité. Les caribous sont considérés comme des membres de la famille, et la santé des troupeaux est intimement liée à l'équilibre du territoire. La chaîne Brooks vibre de vie même dans le silence. Les loups suivent les pistes des caribous, silencieux et patients. Les renards arctiques filent entre les saules, leur pelage passant du brun au blanc au fil des saisons. Dans les vallées fluviales, les grizzlies cherchent des racines et du poisson, tandis que les aigles royaux planent au-dessus des falaises, guettant le moindre mouvement en contrebas. L'écosystème est fragile, chaque créature adaptée à un monde d'extrême, où l'été ne dure que quelques mois et où la survie repose sur une précision chirurgicale. Ici, la conservation rime avec retenue. Le parc national des Gates of the Arctic, créé en 1980, n'a pas été conçu pour attirer les visiteurs, mais pour préserver la nature sauvage elle-même, pour protéger un paysage vierge de toute intervention humaine. Il n'y a aucune infrastructure permanente, et le service des parcs nationaux le maintient ainsi intentionnellement. L'objectif n'est pas le développement, mais la protection, afin de permettre au processus écologique de se poursuivre sans perturbation. Scientifiques et chefs autochtones collaborent pour surveiller les changements climatiques qui transforment cet environnement plus rapidement que partout ailleurs sur Terre. Le pergélisol dégèle, la glace des rivières se forme plus tard et le calendrier des migrations se modifie. Autant de signes avant-coureurs d'un changement profond qui bouleverse l'écosystème arctique. Pour ceux qui s'y aventurent, l'expérience est profondément enrichissante. La chaîne de Brooks n'offre aucun spectacle taillé pour les photographes, aucun point de vue balisé, ni sentier touristique. Sa beauté est à la fois subtile et immense, révélée par le jeu de la lumière sur la toundra, l'écho de l'eau sous la glace fondante, le léger parfum de lichen et de pierre. Sous la lumière éternelle de l'été, les montagnes projettent de longues ombres qui ne s'estompent jamais vraiment. Des rivières comme la Koyukuk et la Naktuvuk tracent des sillons argentés à travers les vallées, et les nuages descendent si bas qu'ils effleurent les sommets. C'est un lieu qui se refuse à toute appropriation, trop vaste pour être conquis, trop paisible pour être idéalisé. Ici, le temps se perçoit différemment. Le silence n'est pas vide, mais présence, le rythme profond et immuable d'une terre qui existe depuis des millions d'années.
Dans la chaîne de Brooks, le tumulte du monde moderne s'estompe. Il ne reste que la pureté, l'air froid, la pierre et le pouls régulier du Nord, tout au nord de l'Alaska, là où la Terre cède la place à l'océan Arctique, se trouve Utqiagvik, connu depuis des générations sous le nom de Barrow. C'est la localité la plus septentrionale des États-Unis, un lieu plus proche du pôle Nord qu'Anchorage, où la géographie elle-même semble témoigner d'une résilience à toute épreuve. Ici, la carte s'arrête et l'adaptation humaine commence. Utqiagvik abrite environ 4500 habitants, majoritairement des Inupiats, peuple autochtone du Grand Nord alaskien. Ici, la vie a toujours été rythmée par la glace et la mer. Depuis des siècles, la communauté vit de la chasse et de la pêche à la baleine, une tradition transmise de génération en génération. Chaque printemps, des équipages s'aventurent sur la banquise à bord de petites embarcations, attendant la migration des baleines boréales le long des côtes. La chasse se pratique dans le plus grand respect. Chaque partie de la baleine est utilisée, partagée et célébrée lors de festins communautaires qui symbolisent la survie et la gratitude. À Utqiagvik, la lumière et l'obscurité rythment l'année autant que la température ou les marées. De mi-novembre à fin janvier, le soleil ne se lève jamais. La longue nuit polaire est éclairée par la lueur des lampes de Porsche, le scintillement des aurores boréales et le bourdonnement régulier des générateurs. Puis, en mai, la situation s'inverse. Le soleil réapparaît et refuse de se coucher, sillonnant le ciel d'une lumière éternelle pendant près de 3 mois. C'est un lieu où le temps semble s'étirer et où le quotidien se plie aux extrêmes de l'Arctique. Les enfants se rendent à l'école à pied sous les aurores boréales aux reflets verts, leurs bottes crissant sur la neige tandis que les huskies aboient au loin. Les anciens se réunissent dans des maisons chaleureuses pour partager des histoires, raconter comment les étoiles guident les voyageurs, comment la glace parle avant de se briser. À l'extérieur de la ville, la banquise craque et se fissure, se déplaçant au gré des marées. On peut se tenir au bord de l'eau et contempler l'océan Arctique qui respire, monte, descend, murmure contre le rivage gelé. La vie moderne côtoie un rythme ancestral. La ville possède des écoles, l'Internet haut débit et un aéroport qui la relie au reste de l'Alaska. Pourtant, les avions de ravitaillement restent indispensables. Nourriture, carburant et médicaments arrivent par avion lorsque la banquise se forme. En hiver, les températures descendent en dessous de moins 40 degrés Celsius et le vent peut dissiper la chaleur en quelques secondes. Malgré tout, les habitants rient facilement. Ils jouent au basket dans les centres communautaires, font de la motoneige pour rendre visite à leurs voisins et se réunissent pour Nalukatak, le festival de la chasse à la baleine au printemps, où les familles se jettent en l'air sur des couvertures en peau de phoque en signe de joie et de renouveau. Utqiagvik est également un centre de recherche arctique. Des scientifiques viennent y étudier le pergélisol, la banquise et les changements rapides qui redessinent le paysage arctique. Les Inupiats sont devenus des partenaires essentiels dans ces travaux, alliant savoir traditionnel et sciences modernes pour suivre l'évolution du climat, les migrations animales et la banquise. Ils évoquent des changements qui ne sont plus abstraits, une glace plus mince, un gel plus tardif, des régimes de vent modifiés. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, et ici, les signes sont visibles de partout. Et pourtant, la vie continue, non par défi, mais dans la continuité. Les enfants apprennent à parler l'inupiaq, à comprendre les histoires que le vent et la neige dissimulent. Les chasseurs scrutent toujours l'horizon à la recherche des baleines. Durant les mois d'hiver, les familles se réunissent autour des lampes à huile, partageant repas et rires tandis que le monde extérieur dort dans l'ombre bleutée debout sur le rivage d'Utqiagvik. On peut regarder vers le nord et ne voir que glace et ciel, un paysage dépouillé de tout superflu où chaque son résonne, l'air est imprégné d'une odeur de sel et de métal froid. Quelque part au-delà de l'horizon, la nuit polaire s'étend vers le pôle. Et ici, aux confins du monde, l'humanité persiste, modeste par sa taille, immense par son esprit, vivant non pas contre l'Arctique, mais avec lui. Le chemin de fer de l'Alaska s'étend sur près de 800 km, de Seward à Fairbanks, tel un ruban d'acier traversant forêts, montagnes et rivières qui caractérisent le cœur de l'État. Plus qu'une simple voie ferrée, c'est une véritable frise chronologique, retraçant la transformation de l'Alaska, des étendues sauvages à la colonisation, des camps de la ruée vers l'or aux villes modernes. Chaque voyage le long de ces rails offre un aperçu condensé de l'État lui-même, immense, imprévisible et d'une beauté à couper le souffle. Au départ d'Anchorage,
le train longe le bras de mer de Knik dans la baie de Cook, où les vasières scintillent sous la lumière matinale. Des orignaux broutent dans les marais bordant la voie ferrée et les sommets enneigés des monts Chugach se dressent à l'horizon. En quelques minutes, la ville disparaît, laissant place à des forêts d'épicéas et à des ruisseaux sinueux. Le mouvement du train impose un rythme, une pulsation lente et régulière qui vous emporte au cœur de la nature sauvage. Construit au début du XXe siècle, le chemin de fer de l'Alaska était autrefois vital pour les mineurs et les colons. Il transportait du charbon, du bois et des provisions à travers certains des terrains les plus inhospitaliers du continent. Aujourd'hui, il assure toujours le transport de marchandises et de passagers, reliant des communautés qui, autrement, ne seraient accessibles que par avion ou par bateau. Mais pour les voyageurs, son principal atout réside dans la perspective qu'il offre. La possibilité d'observer un écosystème entier se déployer sous leurs yeux, sans interruption. À mesure que la route se dirige vers le nord, le paysage se transforme à chaque virage. Le train franchit le pont de Hurricane Gulch, suspendu à 90 mètres au-dessus d'une rivière tumultueuse. Il serpente à travers la vallée de la Susitna, où des pêcheurs lancent leurs lignes sous un ciel immense et où les ruisseaux de fonte des neiges tracent des sillons argentés dans la toundra. Par temps clair, l'imposant dôme blanc du Denali se dresse au loin, un repère silencieux dominant les nuages. À bord, le bruit des roues se mêle au chuchotement des conversations et aux grincements occasionnels des wagons. Les guides commentent le voyage, signalant la faune sauvage. Un ours noir près d'un ruisseau, un pigargue à tête blanche perché sur un épicéa. Les wagons panoramiques à dôme de verre offrent des vues imprenables. La lumière du soleil filtre à travers les vitres, faisant scintiller les reflets des passagers appuyés contre les fenêtres. Toutes les quelques minutes, un nouveau paysage remplace le précédent. Forêts de bouleaux, plaines ouvertes, cols de montagne. En été, le soleil de minuit accompagne le train, illuminant le ciel longtemps après la tombée de la nuit. En hiver, la même ligne se transforme en un couloir blanc et silencieux. La neige s'accumule le long des rails, et la locomotive la fend comme un navire dans la glace. Parfois, si la chance vous sourit, une aurore boréale apparaît, d'abord faible, puis ondulant au-dessus des wagons, nous rappelant qu'ici aussi, le mouvement et la lumière ne s'arrêtent jamais. Le chemin de fer de l'Alaska est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une véritable archive d'histoire. Chaque arrêt, Talkeetna, Denali, Nenana, Fairbanks, conserve les traces d'une autre époque. Des prospecteurs en quête de fortune, des ingénieurs luttant contre le pergélisol, des familles s'installant au cœur de la nature sauvage. À cette histoire s'ajoute un sentiment constant de mouvement, celui d'un Alaska non pas figé, mais vivant et en perpétuelle évolution, où habitants et paysages sont intimement liés. Lorsque le train arrive enfin à Fairbanks, l'air est plus sec, les arbres plus petits, l'horizon plus vaste. Vous avez traversé toute la palette des paysages de l'Alaska en une seule journée. De la mer à l'intérieur des terres, de la forêt tempérée à la plaine subarctique nichée entre des montagnes escarpées et un chenal aux eaux bleues argentées, Juneau est une capitale américaine à part. On ne peut y accéder en voiture, aucune route ne la reliant au reste de l'Alaska ni au continent ici. Chaque personne, chaque cargaison de nourriture, chaque lettre arrive par bateau ou par avion. Cet isolement n'est pas une contrainte, mais une caractéristique fondamentale, un rappel que l'identité de l'Alaska commence là où s'arrête la route Juneau et nichée le long du canal Gatineau, entre les montagnes côtières et la forêt nationale de Tongass. L'une des plus vastes forêts pluviales tempérées au monde vue du ciel, la ville apparaît comme une tache de lumière sur un océan de verdure. L'été, les paquebots de croisière accostent au centre-ville, dominant les modestes bâtiments qui bordent le port au-dessus d'eux. Les nuages dérivent bas, effleurant les flancs des montagnes couverts d'épinettes et de pruches. Fondée pendant la ruée vers l'or des années 1880, Juneau s'est construite sur la promesse de la découverte. Les mineurs affluaient en quête de fortune dans d'étroites vallées creusées par la glace et les rivières. Les anciennes galeries minières subsistent encore, témoins silencieux et humides d'une époque où la nature sauvage semblait infinie et où la richesse se mesurait en onces de minerais. Aujourd'hui, les bâtiments administratifs ont remplacé les saloons et le vrombissement des petits avions emplit l'air là où résonnaient autrefois les pioches. Pourtant, Juneau demeure profondément lié à la terre qui l'entoure.
Le glacier Mendenhall, à quelques minutes en voiture du centre-ville, est l'un des glaciers les plus accessibles au monde. Il s'étend sur une vingtaine de kilomètres depuis le champ de glace de Juneau, un vaste plateau de neige et de rivières gelées qui alimentent des dizaines de glaciers se jetant dans la mer. Les visiteurs randonnent jusqu'au bord de la glace ou traversent le lac Mendenhall en kayak pour entendre les craquements et les grincements du glacier qui se déplace, un mouvement lent et vivant qui façonne le paysage. On peut apercevoir les ruisseaux d'eau de fonte qui coulent sous sa surface, chargés d'eau couleur de pierre concassée. Au-delà du glacier, des excursions d'observation des baleines partent de la baie d'Oke où les baleines à bosse émergent des eaux calmes pour respirer, leur queue se dressant vers le ciel avant de disparaître sous les flots. En été, des pigargues à tête blanche se perchent sur des morceaux de bois flottés le long du rivage, tandis que des otaries aboient depuis les bouées voisines. En centre-ville, à quelques rues des quais, des cafés servent du saumon frais et les voyageurs flânent parmi les galeries d'art exposant des sculptures et des tissages d'artistes Tlingit, Haïda et Tsimshian, des cultures dont la présence est bien antérieure à la ruée vers l'or et à la capitale elle-même. Juneau est aussi une ville de contraste. Réunions gouvernementales dans des salles de marbre et sentiers détrempés qui s'enfoncent directement dans la forêt. On peut terminer sa journée de travail et, en quelques minutes, se retrouver sur un sentier de montagne surplombant glaciers et fjords. Le téléphérique du Mont Roberts transporte les visiteurs du niveau de la mer jusqu'à des panoramas exceptionnels en moins de 10 minutes. De là-haut, la ville paraît minuscule, un amas de lumière pris entre nature sauvage et eau, écrasé par l'immensité de son environnement. Pour ceux qui vivent ici, l'isolement est à la fois un défi et un réconfort. Les tempêtes hivernales peuvent retarder les ferries et les vols pendant des jours. Les courses coûtent plus cher et parfois le monde semble bien loin. Pourtant, interrogez n'importe quel habitant, et il vous dira la même chose. Cet isolement donne à Juneau son âme, le lien à la terre, le rythme des marées, le bruit incessant de la pluie. Tout cela façonne le quotidien autant que la politique ou le commerce. Lorsque le brouillard du soir descend du chenal et que les montagnes se fondent dans la brume, Juneau semble suspendue entre mer et ciel. Une capitale non pas sculptée dans la nature sauvage mais tissée en elle à seulement une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Juneau, le glacier Mendenhall offre une expérience unique, celle de se trouver face à face avec un fleuve de glace en mouvement. C'est l'une des merveilles naturelles les plus visitées d'Alaska, non pas parce qu'il est le plus grand ou le plus isolé, mais parce qu'il permet d'appréhender la puissance et la fragilité des glaciers de manière accessible. Ici, nul besoin de marcher des jours ni de franchir des cols gelés. Il suffit de suivre un sentier, et soudain, il se dévoile, immense, silencieux et vibrant de vie. Le glacier Mendenhall s'étend sur une vingtaine de kilomètres depuis le champ de glace de Juneau, un vaste ensemble de glaciers interconnectés recouvrant plus de 3900 km² de montagnes et de champs de neige. À sa surface, la glace s'élève à plus de 60 mètres de hauteur, craquelée et stratifiée comme du verre ancien. Sa couleur change au gré de la lumière, passant d'un gris pâle sous les nuages à un bleu profond et lumineux lorsque le soleil perce les nuages. Chaque nuance raconte une histoire de densité et de temps. Le bleu pour la glace comprimée vieille de plusieurs siècles, le blanc pour la neige plus récente qui s'intègre encore à la masse glaciaire. Les visiteurs accèdent au glacier par le centre d'accueil des visiteurs du glacier Mendenhall, perché sur une colline surplombant le lac Mendenhall. De là, plusieurs sentiers rayonnent, certains courts et pavés, d'autres serpentant à travers une forêt moussue vers des points de vue plus rapprochés. Le sentier des chutes Nugget mène à une cascade rugissante qui se jette dans le lac, à proximité du glacier, projetant des brumes dans l'air. Depuis la rive, on peut observer les icebergs dériver lentement, fondant peu à peu leurs reflets vibrants à la surface de l'eau. De près, le glacier respire. On l'entend avant de le sentir. Le léger goutte à goutte de l'eau de fonte, l'écho lointain de la glace qui craque au plus profond. Des ruisseaux coulent sous nos pieds, charriant l'eau de fonte à travers des chenaux creusés par le temps et la pression. L'air embaume les minéraux et la pierre froide. Chaque son semble amplifié. Les pas sur le gravier, le vent contre le lac, le rythme régulier de la fonte. Mais cette glace est en train de changer. Au cours des 50 dernières années, le glacier Mendenhall a reculé de plus de 3 km, laissant derrière lui une vallée de roches nues et de jeunes forêts. Ce qui était autrefois la limite du glacier dans les années 1950 est aujourd'hui un sentier boisé, témoignant de la rapidité avec laquelle le paysage évolue.
Des scientifiques du service des forêts des États-Unis et de l'Université de l'Alaska surveillent chacun de ces mouvements, mesurant comment la température, les précipitations et les courants océaniques remodèlent la glace. Les données révèlent une vérité simple et alarmante. Les glaciers d'Alaska rétrécissent plus vite qu'à aucun autre moment de l'histoire enregistrée. Mendenhall demeure un lieu d'émerveillement. En hiver, lorsque les températures descendent suffisamment bas, des grottes de glace se forment sous sa surface, des chambres scintillantes de cristal bleu où la lumière se courbe et danse comme un liquide dangereuse et éphémère. Elles apparaissent une saison, puis s'effondrent et disparaissent la suivante. Pourtant, pour ceux qui les contemplent, elles sont inoubliables. Un rappel que même dans le mouvement et la décomposition, la beauté persiste. Ici, les gardes forestiers évoquent un paradoxe. Le recul de Mendenhall rend le site plus accessible, car de nouveaux sentiers et points de vue apparaissent là où la glace recouvrait autrefois le sol. Les touristes affluent en nombre croissant, plus d'1 demi-million chaque été, attirés par le même désir qui a toujours caractérisé l'Alaska. Contempler la nature à l'état pur du haut de ce belvédère, on ressent à la fois de l'émerveillement et une certaine urgence. Le glacier est toujours aussi majestueux, mais son bord recule un peu plus chaque année. On prend conscience du passage du temps, non pas en décennies, mais en pas. Le clapotis de l'eau de fonte est le murmure d'une planète qui change, goutte à goutte. Et pourtant, lorsque le soleil du soir perce la brume, illuminant le glacier de l'intérieur, il semble toujours éternel, un monument vivant au cœur sauvage de l'Alaska, pris entre endurance et transformation. Au fond d'un étroit fjord du sud-est de l'Alaska, entouré de montagnes striées de neige, se trouve Skagway, une ville où le temps semble s'être arrêté. Les passerelles en bois craquent sous les pas, de vieilles enseignes de saloons surplombent les rues et chaque été, des milliers de voyageurs affluent, attirés par le même rêve qui avait déjà attiré les chercheurs de fortune il y a plus d'un siècle. L'or. En 1897, la nouvelle de la ruée vers l'or du Klondike se répandit comme une traînée de poudre à travers le continent. Des navires quittèrent Seattle et San Francisco, chargés d'hommes et de femmes désireux d'atteindre les gisements aurifères du Yukon, au Canada. Skagway devint leur porte d'entrée, le dernier port avant les périlleuses routes terrestres à travers les montagnes. En moins d'1 an, cette baie tranquille se transforma en une ville frontalière florissante, faite de tentes, de commerçants et d'opportunistes. La population explosa pour atteindre près de 20 000 habitants, faisant de Skagway l'une des localités les plus sauvages du Nord. L'histoire est encore omniprésente. Le long de Broadway Street, des bâtiments à façade trompe-l'œil se dressent presque inchangés depuis 1898. Le Red Onion Saloon, autrefois maison close, sert aujourd'hui bière et récits à parts égales. Le Golden North Hotel, avec sa façade ornée, évoque une époque où espoir et désespoir coexistaient sous le même toit. À l'intérieur du parc historique national de la ruée vers l'or du Klondike, les visiteurs peuvent explorer des bureaux, des écuries et des dépôts de ravitaillement restaurés, qui alimentèrent jadis la migration vers le nord. Mais le témoignage le plus saisissant de cette époque est sans doute le chemin de fer White Pass and Yukon Route. Construite en 1898 contre toute attente, cette ligne à voie étroite grimpe de près de 900 mètres depuis le niveau de la mer jusqu'au col, serpentant entre falaises abruptes et vallées brumeuses. Aujourd'hui, les trains restaurés transportent des voyageurs au lieu de prospecteurs, mais l'expérience reste hors du temps. Tandis que les wagons serpentent sur les ponts et dans les tunnels, on peut apercevoir les vestiges de l'ancienne piste de 98, où les chercheurs d'or transportèrent chacun une tonne de provisions, le minimum requis par les autorités canadiennes pour survivre au voyage. Nombre d'entre eux n'y sont jamais parvenus. Le contraste entre passé et présent forge le caractère de Skagway. En été, les paquebots de croisière accostent au port et la population s'accroît avec l'arrivée des visiteurs. Des guides en costume d'époque arpentent les rues, contant les histoires d'escrocs tels que Soapy Smith, qui régnait sur la ville par l'arnaque et l'intimidation jusqu'à sa fameuse fusillade en 1898. Pourtant, au-delà des reconstitutions historiques et de la nostalgie, Skagway demeure une communauté active, petite, résiliente et profondément attachée à son histoire. Au-delà de la ville,
la nature sauvage s'étend presque instantanément. Des sentiers serpentent dans des vallées denses d'épinettes et d'aulnes, les rivières coulent froides et rapides, et des chèvres de montagne paissent sur les pentes lointaines, l'air embaume le pin et le sel marin. Par temps clair, la vue sur le Lynn Canal, le plus long fjord d'Amérique du Nord, s'étend à perte de vue, le même panorama qui accueillait autrefois ceux qui partèrent vers l'inconnu. Les habitants disent souvent que Skagway est bien plus qu'une ville de la ruée vers l'or. C'est une histoire qui continue de s'écrire. Ses bâtiments et ses vestiges témoignent d'une époque révolue, mais ce sont ses habitants qui perpétuent son esprit. L'été est rythmé par des festivals de musique et des événements culturels. L'hiver, le silence règne. Lorsque moins de 1000 résidents restent sur place pour affronter les longs mois d'hiver à Skagway, la frontière entre légende et réalité s'estompe. Le passé n'est pas dissimulé derrière une vitre. Il imprègne les murs, les voies ferrées et les habitants qui y vivent encore debout sur le quai, tandis que le train de White Pass siffle et disparaît dans les montagnes. On croirait presque entendre les pas de ceux qui nous ont précédés, animés par l'espoir, les épreuves et l'attrait irrésistible de la frontière. Dans le sud-est de l'Alaska, le parc national de Glacier Bay constitue l'un des laboratoires de changement les plus frappants de la planète, un témoignage vivant de la fonte des glaces, de l'avancée des forêts et du retour de la faune sauvage. Rares sont les endroits qui révèlent aussi clairement les bouleversements de l'équilibre planétaire. Il y a 200 ans, cette baie était entièrement recouverte de glace. Aujourd'hui, elle s'étend sur plus de 100 km à l'intérieur des terres, parsemée de fjords, d'îles et de glaciers qui vèlent encore dans la mer. Les scientifiques estiment qu'à la fin du XVIIIe siècle, le glacier du Grand Pacifique la recouvrait presque entièrement. Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges, témoins vivants de la résilience et du mouvement de la nature. Les visiteurs qui arrivent en bateau de croisière ou en petite embarcation traversent autant le temps que l'espace. Près de l'embouchure de la baie, d'épaisses forêts d'épinettes et de pruches recouvrent les pentes, une végétation qui a commencé à reconquérir le terrain il y a moins de 2 siècles. Plus loin, le vert laisse place à la roche nue et à la glace. La transition est immédiate et profonde, un exemple parfait de succession écologique. La baie des Glaciers abrite plus d'une douzaine de glaciers de marée, chacun avec son propre rythme d'avancée et de retrait. Le glacier Margerie, le plus accessible, s'élève à plus de 75 mètres au-dessus de l'eau. Depuis le ponton, les visiteurs entendent le grondement sourd du vélage, un son qui résonne dans la baie comme un lointain coup de canon. Lorsqu'un bloc de glace se détache, il s'écrase dans la mer, créant des vagues qui ondulent sur les eaux calmes. La faune locale témoigne d'une renaissance. Chaque été, les baleines à bosse reviennent se nourrir de krill dans ces eaux riches en nutriments. Les lions de mer se prélassent sur les affleurements rocheux, tandis que les phoques communs se reposent sur la banquise. Le long des rivages, les ours bruns et les chèvres de montagne errent là où se dressaient autrefois les glaciers. Dans le ciel, les pigargues à tête blanche décrivent de larges cercles paisibles. Les scientifiques suivent de près cette transformation constante. Des instruments enregistrent le recul des glaciers, la température de l'eau et les populations d'espèces marines. Dans certaines zones, la glace a reculé de plus de 60 mètres par an, révélant de nouvelles vallées, des cours d'eau et des écosystèmes. Ce parc, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sert à la fois de sanctuaire et de site de référence pour la recherche climatique. Pour les voyageurs, l'expérience est profondément visuelle et viscérale. La lumière oscille entre l'argenté, le bleu et le vert, au gré du passage des nuages sur les sommets. Des icebergs, striés de sédiments anciens, dérivent au gré du vent. Dans le silence, seul le clapotis de l'eau de fonte vient rompre l'atmosphère. Glacier Bay rappelle aux visiteurs que l'Alaska n'est pas un monument figé dans le temps, mais un lieu en perpétuelle évolution, où les montagnes respirent, la glace se déplace, et l'histoire de la Terre continue de se dérouler sous nos yeux. Dans le sud-ouest de l'Alaska, où les volcans ponctuent une côte accidentée, le parc national de Katmai raconte une histoire de survie, d'abondance et de puissance brute de la nature. Ici, 2 forces façonnent le territoire: le feu souterrain et la vie à la surface. Les volcans ont sculpté les vallées et les rivières.
Mais ce sont les ours bruns qui dominent le récit, d'une manière à la fois spectaculaire et subtile. Le spectacle le plus célèbre se déroule aux chutes Brooks, où les saumons remontent le courant chaque été, bondissant à contre-courant. Des ours bruns, dont certains pèsent plus de 600 kilos, ont l'eau jusqu'aux épaules et attrapent les poissons en plein saut de leurs puissantes pattes. Les oursons gambadent maladroitement aux côtés de leur mère, apprenant les techniques qui leur permettront de survivre aux hivers rigoureux. Depuis les plateformes d'observation, les visiteurs peuvent observer les ours d'assez près pour distinguer les détails. La courbe d'une patte, l'éclat d'un poisson, le reflet de leur pelage mouillé, tout en respectant leur espace. Katmai applique un règlement strict. Interdiction de nourrir les animaux, de s'approcher et de faire le moins de bruit possible. Ici, la faune sauvage n'est pas un spectacle à contrôler, mais une communauté à observer. Le paysage de Katmai est marqué par son héritage volcanique. L'éruption de Nova Rupta en 1912, l'une des plus importantes de l'histoire, a remodelé le parc du jour au lendemain. Des vallées se sont remplies de cendres, des rivières ont changé de cours, et une nouvelle montagne a surgi là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui encore, de la vapeur s'échappe des fumerolles et des sources chaudes de la vallée des 10 000 fumées, un spectacle surréaliste où le sol volcanique permet à une végétation pionnière de s'épanouir. Le contraste est saisissant. Cendres noires et vapeurs grises côtoient mousse verte, saules et saumons de rivière. Les visiteurs peuvent emprunter des sentiers qui serpentent le long de fissures fumantes, ressentir la chaleur du sol et entendre les légers sifflements des évents souterrains. L'écosystème du parc est en équilibre précaire. Les saumons donnent vie aux rivières, nourrissant non seulement les ours, mais aussi les aigles, les renards et les charognards. En se nourrissant, les ours dispersent les nutriments de la forêt vers les cours d'eau, fertilisant ainsi la végétation qui permettra aux proies de la saison suivante de se nourrir. Les scientifiques étudient de près ces interactions, suivant l'évolution des populations d'ours, des remontées de saumons et de la régénération forestière. C'est un lieu où géologie et biologie s'entremêlent en perpétuel mouvement. Le feu crée la toile, la vie la colore. Rejoindre Katmai est une aventure en soi. Aucune route ne mène au parc. Les visiteurs arrivent à bord de petits avions de brousse depuis King Salmon ou Kodiak, atterrissant sur des pistes de gravier près des rivières. De là, des passerelles et des sentiers permettent aux randonneurs de traverser en toute sécurité des zones sensibles. Les matins nuageux, les montagnes se fondent dans la brume, et le grondement des cascades se mêle parfois au claquement des dents d'un saumon ou au grognement d'un ours. Les jours ensoleillés, le reflet du ciel dans les rivières glacées rend la fourrure brune des ours pêcheurs presque lumineuse. Pour les photographes, les naturalistes et les voyageurs en quête d'immersion, Katmai offre une Alaska spectaculaire et authentique. On y voit la vie se déployer à son échelle. La patience est récompensée par des aperçus fugaces d'un ours chassant sa proie, de nuages tourbillonnant au-dessus des sommets volcaniques, de vapeurs s'élevant d'un sol encore chaud. Chaque image, chaque son, chaque odeur confirme que sur cette terre, la nature est à la fois maîtresse et souveraine. À la fin de la visite, la leçon est claire. Katmai n'est pas qu'une destination. C'est un système de forces imbriquées et précises, opérant loin de toute intervention humaine. Les ours sont certes des super-prédateurs, mais ils font aussi partie d'une chaîne qui prend racine sous terre et se prolonge jusqu'à la mer. Et pour quiconque observe depuis les plateformes ou flotte silencieusement sur le fleuve, la leçon résonne profondément. En Alaska, le pouvoir n'est jamais abstrait. Il est vivant, immédiat et impossible à ignorer. S'étendant sur plus de 1900 km depuis l'Alaska continental jusqu'à la Russie, les îles Aléoutiennes forment une chaîne de pics acérés, de volcans actifs et de falaises balayées par les vents, une terre littéralement à cheval sur 2 continents. C'est la limite de l'Amérique du Nord, là où se rencontrent les mers Pacifique et de Bering, et où l'isolement et la résilience façonnent la vie. Unalaska, la plus grande ville, est le cœur de la région. Son port, Dutch Harbor, est l'un des ports de pêche les plus productifs des États-Unis, notamment pour le lieu noir et le crabe. Le brouillard s'installe quotidiennement, enveloppant les montagnes d'un voile argenté. Les oiseaux marins tournoient dans le ciel, leurs cris résonnant contre les falaises plongeant dans l'océan déchaîné. Des pigargues à tête blanche se perchent sur les rares rochers dégagés,
Tandis que des macareux nichent dans de minuscules crevasses juste au-dessus des vagues partout, le vent sculpte le paysage. Les arbres se courbent, les vagues déferlent sans relâche, et la neige ou la pluie peuvent s'abattre sans prévenir. Les Aléoutiennes sont également chargées d'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs îles, dont Attu et Kiska, furent le théâtre des seules batailles terrestres américaines menées en Alaska. Il en subsiste des vestiges. Bâtiments militaires abandonnés, canons rouillés et plaques commémoratives en hommage aux soldats. Visiter ces sites est une véritable leçon d'endurance. Le même terrain qui met à l'épreuve la faune sauvage a aussi mis les hommes à rude épreuve, nous rappelant combien ces îles peuvent être rudes et isolées. Le volcanisme domine les Aléoutiennes. Près de 40 volcans actifs parsèment l'archipel, certains émergeant directement de la mer. Leurs sommets sont souvent marqués par la fumée ou la vapeur, et des éruptions occasionnelles redessinent le littoral du jour au lendemain. Les coulées de lave, les cendres volcaniques et les sources hydrothermales créent des sols qui abritent des communautés végétales uniques, tandis que les courants sous-marins apportent des nutriments qui nourrissent une vie marine abondante. Macareux, mergules et cormorans nichent en colonies le long des falaises, tandis que les otaries à fourrure se prélassent sur les plages rocheuses. Chaque espèce s'est adaptée à un monde de vent, de froid et de changements constants. Voyager ici n'est pas chose aisée. Aucune route ne relie les îles au continent, et rares sont les aéroports qui proposent des vols commerciaux. L'accès se fait principalement par petits avions ou ferries, deux moyens de transport tributaires d'une météo imprévisible. Les tempêtes et le brouillard peuvent retarder l'arrivée de plusieurs jours. La vie sur ces îles exige de la préparation, de la patience et le respect des rythmes naturels du vent, des marées et de la température. Les habitants, pêcheurs, scientifiques et quelques familles installées à l'année ont appris à déchiffrer les nuages, à comprendre les courants océaniques et à anticiper les tempêtes qui arrivent avec une régularité quasi musicale. Malgré les difficultés, une vitalité remarquable y règne. Les eaux regorgent de saumons et de flétans. Ours bruns, renards et oiseaux migrateurs y prospèrent. Même dans les conditions les plus extrêmes, la vie trouve son chemin, sculpté par le vent et l'eau, la cendre et la glace. Pour les visiteurs, les Aléoutiennes offrent un spectacle de contrastes saisissants. Mer déchaînée et criques paisibles, volcans actifs et toundra sereine, et le bourdonnement moderne de Dutch Harbor côtoyant des écosystèmes ancestraux qui ont traversé les millénaires. Dans les Aléoutiennes, l'isolement n'est pas synonyme de vide, mais de perspective. Debout au bord d'une falaise, le vent sifflant, les oiseaux marins plongeant et les volcans fumant à l'horizon, on comprend aisément pourquoi cet archipel a toujours été perçu comme la frontière du monde. Chaque pas, chaque respiration, chaque regard porte le poids de la survie, de l'adaptation et de la beauté brute d'un lieu façonné par les extrêmes. Les Aléoutiennes rappellent aux voyageurs que l'Alaska n'est pas un paysage unique, mais une succession de frontières, chacune vivante, chacune influençant tout ce qui la côtoie. L'immensité de l'Alaska est facile à mesurer. Plus de 1 720 000 km², soit plus que le Texas, la Californie et le Montana réunis. Ces montagnes, ces rivières, ces glaciers et ces côtes dominent les cartes, mais la véritable dimension de cet État réside dans la manière dont ses habitants interagissent avec lui. D'Anchorage aux Aléoutiennes, des sommets du Denali à l'océan Arctique, l'Alaska nous enseigne une leçon essentielle. La nature sauvage n'est pas seulement une caractéristique du territoire, mais aussi un cadre de vie pour l'humanité. Que signifie « sauvage » aujourd'hui ? Il ne s'agit pas simplement d'espaces vides ou de paysages spectaculaires. C'est un paysage qui évolue indépendamment des rythmes, des économies et des commodités humaines. Les glaciers avancent et reculent, les rivières débordent et creusent des vallées, les caribous migrent à travers la toundra, peu importe le nombre de voyageurs qui les observent depuis les sentiers ou les trains. Le rythme de ces forces exige attention, respect et patience. Vivre en harmonie avec la nature sauvage, c'est reconnaître ses limites, admettre qu'elle ne se plie pas toujours à nos désirs. L'Alaska
l'Alaska est aussi un laboratoire de résilience. Les ours bruns de Katmai, les baleines de Glacier Bay et les troupeaux de caribous du Denali illustrent comment les espèces se rétablissent lorsqu'elles sont protégées, comment les écosystèmes retrouvent leur équilibre après une perturbation. Au siècle dernier, les efforts de conservation ont permis le retour des loups, des loutres de mer et des pigargues à tête blanche dans des régions où ils avaient disparu. Aujourd'hui, près de 60% du territoire de l'Alaska est protégé par des parcs nationaux, des refuges et des réserves, une ampleur sans équivalent aux États-Unis. Ces mesures ne sont pas symboliques. Elles constituent le fondement du rétablissement et de la continuité écologique. Pourtant, la nature sauvage ne se résume pas aux espèces ou aux territoires. Elle concerne aussi la résilience et le lien humain. Des communautés comme Barrow et Talkeetna témoignent d'une adaptation à l'extrême, où la culture, les traditions et le savoir permettent de survivre dans certaines des conditions les plus rudes de la planète. Les visiteurs peuvent observer cette résilience dans leurs gestes quotidiens. Transporter des provisions, interpréter les prévisions météorologiques et s'organiser en fonction des rivières gelées ou de la lumière du jour qui ne s'arrête jamais. En ce sens, la nature sauvage est à la fois une épreuve et une source d'enseignement. Les phénomènes extrêmes en Alaska mettent également en lumière notre impact. Le glacier Mendenhall recule de plusieurs mètres chaque année, les cours d'eau se modifient sous l'effet du réchauffement du pergélisol et les glaciers de marée de la baie des Glaciers continuent de reculer. L'observation, la mesure et la gestion responsable ne sont pas facultatives, elles sont essentielles. Les informations recueillies ici contribuent à une meilleure compréhension mondiale du climat, de la gestion de la faune sauvage et de l'adaptation humaine aux changements environnementaux. Pour les voyageurs, la leçon est pratique. Découvrir l'Alaska sauvage ne signifie pas la conquérir ni la contrôler. Il s'agit d'observer, d'apprendre et d'agir de manière responsable. Sentiers, plateformes d'observation et visites guidées permettent de concilier accès et préservation. Bateaux, avions de brousse et ferries minimisent l'impact environnemental tout en optimisant l'expérience. Chaque visiteur participe, consciemment ou non, à un réseau de protection. Du haut d'une crête de toundra, au bord d'un glacier ou le long d'un fjord, on prend conscience de l'ampleur de ce qui a été préservé et de ce qui demeure fragile. La nature sauvage de l'Alaska se mesure en chiffres. Des parcs couvrant plus de 90 millions d'hectares, des populations d'animaux sauvages en pleine expansion pour des dizaines d'espèces, des rivières qui coulent librement et des mers foisonnant de vie marine. Elle se manifeste dans l'adaptation humaine, dans la culture de la préservation et dans les récits de ceux qui vivent, travaillent et explorent ce paysage extraordinaire. La nature sauvage, en définitive, est à la fois un paysage et une responsabilité. Les montagnes, les champs de glace et les côtes de l'Alaska subsisteront avec ou sans présence humaine. Mais le lien que nous tissons par l'observation, la protection et le savoir garantit que la nature sauvage demeure une ressource pour la science, les loisirs et la culture. Elle est mesurable, fragile et vivante. Et dans cet équilibre entre échelle, beauté et intervention humaine, le sens de la nature sauvage se révèle. C'est un partenariat entre la vie et le paysage, une leçon permanente de résilience, de respect et de gestion responsable. Mais qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et si vous avez apprécié cet article, n'oubliez pas de découvrir les merveilles du Pakistan.